Génome, diversité des génomes, les humains, parenté entre les humains. Nous allons parler aujourd'hui de diversité des génomes et de parenté entre les humains. Alors, c'est une partie qui n'est pas très facile à comprendre. On peut comparer des génomes pour différencier des individus. Mais, si on veut confirmer la grande proximité génétique entre tous les êtres humains actuels, eh bien, ce n'est pas une chose facile. Mais, cela conduit dans tous les cas à montrer, à témoigner, en fait, qu'il existe une véritable parenté. Les êtres vivants sont tous parents les uns par rapport aux autres, à divers degrés, évidemment. On ne va peut-être pas dire, on va avoir du mal à penser qu'un moustique est un parent. Et pourtant, si on remonte dans le temps, il y a des caractères communs qui montrent que si on poursuit cette remontée dans le temps, on arrive à, par exemple, Lucas. Bon. Comment mettre en évidence les différences génétiques entre les individus, d'une part. Donc, différences génétiques entre les individus, donc des individus sont différents génétiquement les uns des autres. Ça, c'est un fait avéré. Mais, comment également montrer qu'il y a un degré de parenté plus ou moins important entre tous les êtres vivants actuels aujourd'hui, que ce soit les plantes, que ce soit n'importe quel animal, les êtres vivants sont tous parents. Donc il y a un certain degré de parenté. Alors, il faut bien faire la différence entre les différences génétiques entre les êtres vivants et la parenté. L'un n'empêche pas l'autre. Bon, la génétique, c'est quelquefois assez compliqué à comprendre. Bon, nous allons essayer d'y parvenir. La séquence du génome contient ce que l'on appelle une identité génétique. Il ne faut pas confondre l'identité génétique avec les empreintes génétiques. Identité génétique va correspondre à une séquence dans le génome, c'est-à-dire une séquence au niveau des ADN. Alors, si on prend l'ensemble des molécules d'ADN, les 46 molécules d'ADN que contient l'espèce humaine, évidemment, il y a une séquence qui contient de très très nombreux nucléotides. Bon. Si on regarde une empreinte, si on parle d'empreinte génétique, il s'agit de bien autre chose, mais les deux sont reliés, évidemment, séquence et empreinte sont reliés. Mais nous allons en parler tout à l'heure. Nous allons parler des empreintes tout à l'heure. Commençons par la séquence des génomes. On peut connaître l'ensemble des allèles que possède un individu. Donc, il faut une information, il faut savoir la séquence, il faut savoir qu'elle est de 2 fois 3 milliards, 2 fois 3 milliards de paires de nucléotides dans le génome humain. 2 fois 3 milliards. Un premier séquençage a été fait en 2003, après 13 années de recherche, et ces années de recherche ont été faites en parallèle par environ 20 laboratoires dans le monde, pour un coût de 3 milliards de dollars, si on parle des dollars. La séquence a été publiée en 2004. C'est en fait une mosaïque de 5 individus qui sont restés anonymes et qui avaient différentes origines et qui faisaient partie des deux sexes. Ce projet a été suivi par le projet 1000 génomes, dont l'objectif était de cartographier la diversité génétique humaine en séquençant des génomes qui provenaient de tous les continents. Alors bien sûr, vous allez me dire 5 personnes seulement. C'est pas très représentatif, évidemment. Maintenant, apparemment, les choses étaient sérieuses et apparemment, c'était suffisamment représentatif. Bon. Maintenant, nous n'allons pas discuter sur cet aspect du problème.
Alors les résultats ont été publiés en 2015. Ils ont montré que les génomes de tous les humains sont identiques à 99,9%. Alors il reste ce petit pourcentage, de 0,1%. Mais bon, quand même, 99,9%, c'est pratiquement 100%. Donc en moyenne, ça correspond à une mutation de différence tous les 1000 nucléotides à peu près. Il faut faire des calculs compliqués. Donc comparé aux autres espèces d'hominidés, l'espèce humaine donc, possède donc la plus faible diversité génétique, ce qui témoigne d'une évolution à partir d'ancêtres communs plus récents. Bon, voilà, séquence de génome, on répète, la séquence, c'est-à-dire une alternance, une séquence de nucléotides donc ATCG. Alors ATCG, ce sont des lettres évidemment, vous allez me dire, ça ne représente pas les nucléotides. Bon, ATCG sont des bases azotées, et puis avec un sucre, le désoxyribose et l'acide phosphorique, ça forme donc des nucléotides. Il y a un enchaînement de nucléotides tout le long d'une séquence d'ADN. Bon, ça nous l'avons vu dans d'autres cours, nous n'allons pas en parler ici. Voilà, donc si on regarde, pourquoi est-ce que je vous ai dit que comparé aux autres espèces d'hominidés, l'espèce humaine possède la plus faible diversité, et j'ai eu l'air de montrer que c'était une évidence. Et en fait, si on regarde la variabilité individuelle pour différentes espèces d'hominidés, donc pour 5, on va prendre pour 4 espèces en fait, on va prendre l'humain, le chimpanzé, le gorille et l'orang-outan. On s'aperçoit que le nombre de nucléotides variable d'un individu à l'autre est assez variable, entre guillemets. Bon, il y a des grandes différences. Par exemple, pour l'humain, on a 3 10 puissance 6, 3 10 puissance 6, alors que chez le chimpanzé, on a 5 10 puissance 6, gorille 6,5 10 puissance 6 et 9,3 10 puissance 6 pour l'orang-outan. Donc la taille du génome de ces 4 espèces est très proche, soit environ 3 10 puissance 9 paires de nucléotides par génome haploïde. Haploïde, c'est-à-dire si on n'a pas le cas diploïde, c'est-à-dire 2 fois les chromosomes, donc 2 fois le matériel génétique. Bon. Donc là on parle évidemment par exemple des cellules somatiques, alors que les cellules germinales ne possèdent, alors cellules somatiques pour diploïde et cellules germinales pour haploïde. Bon, voilà. Ensuite, essayons de voir les empreintes qui permettent de distinguer les individus sur la base de leur ADN. Alors, il existe une technique que l'on appelle la technique des empreintes génétiques qui permet de comparer. Alors, il faut faire une PCR, il faut amplifier d'abord, sinon les choses ne sont pas simples. Donc, on peut comparer donc 13 séquences qui sont très variables suivant les individus et qui sont constituées de répétitions plus ou moins nombreuses de quelques nucléotides. Alors ça peut être par exemple GATA, on va dire GATA. Par exemple, la séquence, alors il faut avoir devant soi une empreinte génétique, évidemment, donc si par exemple on prend l'empreinte génétique donc dans le document qui est devant moi, on a des pics qui vont correspondre à une séquence. Donc chaque pic qui correspond à cette séquence est caractérisé par sa position, qui va dépendre du nombre de répétitions, donc qui est indiqué en abscisse sur le schéma. Alors chaque individu est diploïde et possède donc 2 allèles, qui seront différents ou identiques, de chacune des 13 séquences. Alors à noter que X, Y sont des marqueurs spécifiques des chromosomes X et Y, et que l'on peut retrouver évidemment sur les empreintes génétiques de 2 individus. Par exemple, on a un individu A et un individu B. Par exemple, l'individu A est un garçon, l'individu B est une fille, une femme. Donc un homme, une femme. Alors on a 13 séquences très variables, on a dit, 13 séquences très variables, par exemple, donc ça peut être D3, D5, VWA, THO1, D13, D21, D8, D7, TPOX, D16, 018, CF1PO et FGA. Alors, pour l'individu A, on a par exemple, pour D3, on aura 14 et 18. Alors, ça veut dire quoi? 14,
18. Alors, si on regarde, alors, je cherche, par exemple pour le marqueur D3, donc on a marqué 14, 18, bon, si imaginons, on prend le marqueur D3. L'individu A possède un allèle avec 14 répétitions γ et un allèle avec 18 répétitions γ. Alors que pour l'individu B, il y a un allèle avec 13 répétitions γ et un allèle avec 15 répétitions γ. Si on prend un autre marqueur, par exemple le marqueur D8, l'individu A possède un allèle avec 10 répétitions γ et un allèle avec 14 répétitions γ. Alors que l'individu B, lui, il sera homozygote pour cet allèle avec 11 répétitions γ. Donc statistiquement, on peut dire qu'il va être improbable que deux individus en fait possèdent la même combinaison de marqueurs. Alors, voilà, on peut raisonner de différentes façons, en raisonnant et essayer de rechercher l'ancêtre commun, hein, ce qu'on fera pas pour l'instant, mais si on regarde au niveau des marqueurs, eh bien, cette technique des empreintes génétiques consiste simplement à comparer, après amplification par PCR, donc ces 13 séquences, qui sont évidemment très variables selon les individus, et il est très peu probable que deux individus possèdent la même empreinte génétique. Alors, donc, si on reprenait un autre exemple, par exemple D7 donc, est localisé sur le chromosome numéro 7 et contient entre 5 et 16 répétitions γ, soit 12 allèles différents. Et en considérant la paire de chromosome numéro 7, il y aura 78 combinaisons possibles. Si on applique ce même raisonnement aux 13 séquences choisies, le nombre de combinaisons va dépasser très largement plusieurs milliers de milliards, ce qui rend peu probable la possibilité que deux personnes aient une même empreinte. Très très peu probable, parce qu'on obtient vite un nombre qui dépasse même le nombre d'humains sur Terre. Bon, une empreinte génétique, pas plus qu'une empreinte digitale, ne peut donner d'informations sur les caractéristiques de l'individu. Bon, une séquence de nucléotides, c'est une chose, l'empreinte, c'est autre chose, mais ça ne donne pas forcément l'individu en lui-même, donc du moins sa caractéristique. Bon, voilà, ce sont des choses assez compliquées à comprendre. Hein. Je vais vous en reparler après, tout à l'heure, donc je vais vous parler un petit peu simplement de l'exploitation de profils d'ADN multiloculaires dans le cadre d'une enquête policière donc nous allons parler de pouvoir de discrimination. Donc il s'agira tout simplement de profils d'ADN à analyser. Bon, autre chose, c'est que l'ancêtre commun le plus récent de tous les êtres humains actuels est réel ou pas réel. Bon, c'est compliqué, hein. Si on remonte l'origine des espèces, on obtient le fameux Lucas. Bon, l'ancêtre commun le plus récent de tous les êtres humains actuels, c'est qui? Est-ce qu'on peut lui donner un nom, lui donner une identité, lui proposer une séquence, proposer une séquence du génome et puis une empreinte génétique? Bon. Il y a un paradoxe. Alors, il vous faut trouver une illustration du processus de ce que l'on appelle la coalescence. Processus de coalescence. Il y a un paradoxe. Chaque individu a deux parents. Il a évidemment 4 grands-parents et on va doubler à chaque fois. Donc le nombre d'ascendants d'une personne va doubler évidemment à chaque génération. On procède au même raisonnement pour chaque personne et on aboutit à un nombre vraiment invraisemblable. Donc pour résoudre ce paradoxe, il faut considérer que les arbres généalogiques individuels se réunissent, c'est-à-dire que nous sommes tous cousins à un degré plus ou moins important, et donc on parle là de processus de coalescence. Il existe des modélisations mathématiques qui vont montrer que cette proximité entre les humains actuels est tout à fait probable, sans remonter aux origines de l'humanité. On définit ainsi l'ancêtre commun le plus récent, et on va dire ACPR.
Donc c'est le premier individu que l'on retrouve dans l'arbre généalogique de tous les humains actuels en remontant dans le passé. Alors, comment est-ce qu'on fait pour déterminer à quelle génération on trouve l'ACPR? Eh bien, il faut trouver la puissance de 2 qui va correspondre à l'effectif de la population. Par exemple, pour une population de 1000 individus, il faudrait 10 générations environ pour trouver l'ancêtre commun le plus récent. Car 2 10 puissance 10 égale 1024, soit environ 1000. Alors, on peut proposer une activité pratique et donc on procède à une approche simplifiée évidemment et on considère une population d'effectifs constants au cours du temps dans laquelle les probabilités de reproduction sont équitablement réparties et on ne distingue pas les sexes. Il faut dans un premier temps tracer 2 rangées de 6 points et chaque point va symboliser un individu. Puis on va commencer par le point en bas à gauche et à l'aide d'un dé, on va tirer au sort pour lui associer aléatoirement 2 individus de la même génération, de la génération précédente, représentant ses parents. Et puis on va répéter le processus pour tous les points de la même rangée. Puis on va recommencer pour tous les points de la seconde rangée qui ont des ascendants et ainsi de suite. Une fois les associations faites, on peut rechercher s'il existe un ancêtre commun à tous les individus de la génération la plus récente. Voilà, il s'agit là donc d'un tirage au sort des parents, puis tirage au sort des grands-parents, et recherche de l'existence enfin d'un ACPR. Bon, il s'agit là d'une modélisation de la recherche de l'ancêtre commun le plus récent, qui concerne ici, pour simplifier, une population de 4 individus. Bon, c'est très simple, donc il faut voir pour ça les travaux de J. Chang en 1999. Alors évidemment, ces modélisations sont beaucoup trop simples pour être directement applicables à l'humanité entière, mais peuvent néanmoins s'appliquer à des situations réelles. Plusieurs recherches ont été réalisées pour améliorer ce modèle, simplifié en prenant en compte l'isolement des populations humaines, les migrations, la consanguinité et la croissance de la population. Elles montrent que toute l'humanité partage une ascendance commune au cours des derniers milliers d'années. Voilà, donc on peut s'amuser aussi. Donc, alors on a essayé de distinguer les approches, donc différentes approches. Les approches, si on regarde du point de vue des séquences ou du point de vue des empreintes, ce sont 2 choses différentes mais qui révèlent quand même une certaine identité par rapport à la personne. Bon, on peut s'amuser, ce que l'on va faire après, à estimer le nombre théorique d'ascendants de chacun d'entre nous il y a 1000 ans, ainsi que l'âge de l'ACPR de l'humanité actuelle d'après le modèle mathématique proposé. On considérera une génération tous les 25 ans et on pourra éventuellement discuter les résultats. Alors attention à ne pas confondre ACPR avec les premiers représentants de l'espèce humaine. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Alors en l'an 1000, la population de la Terre était d'environ 300 millions d'êtres humains. Donc on voit que là on a très largement dépassé ce nombre. Donc essayons de comprendre d'une autre façon, un petit peu mieux, les choses. Donc on dit qu'il y a une diversité des génomes et une certaine parenté en même temps entre les humains. La diversité allélique entre les génomes humains individuels permet de les identifier et par comparaison de reconstituer leurs relations de parenté. Alors, on peut apprendre que les génomes portent en eux-mêmes les traces de l'histoire de leurs ancêtres. Ces traces vont s'altérer avec le temps, mais vont permettre néanmoins de remonter à un grand nombre de générations. Alors, différentes méthodes vont permettre de rechercher et d'exploiter des documents qui vont montrer comment a été déterminée la première séquence du génome humain. Pour ça, on peut faire quelques recherches sur Internet et en général, on peut retrouver des choses assez facilement. Et on peut s'amuser également à calculer le nombre de générations humaines successives en 1000, 10 000 et 100 000 ans et en déduire le nombre théorique d'ancêtres de chacun d'entre nous à ces dates. Puis, évidemment, il faut en discuter. Bon, l'idée c'était d'approfondir plusieurs questions générales avant d'aborder donc ce que l'on va appeler l'évolution humaine. Donc on parle d'identité génétique, qu'il ne faut pas confondre avec la technique des empreintes génétiques surtout.
la modélisation de l'ancêtre commun le plus récent va initier la réflexion sur un degré de parenté entre les êtres humains. Alors, certains documents que vous allez pouvoir vous procurer sur Internet vont pouvoir reprendre quelques informations générales sur ce que l'on appelait le projet de séquençage du génome humain. Alors, les valeurs présentées concernant la ressemblance entre les génomes sont importantes à prendre en considération, évidemment. Elles montrent que d'un point de vue global, les humains sont très proches entre eux et s'opposent ainsi à la notion de race humaine. Il ne faut surtout pas parler de race humaine, parce qu'on a parlé tout à l'heure de 99,9% d'identité. Donc ça veut dire que l'humain forme vraiment une espèce à part entière. Donc la diversité entre humains est plus faible que celle qu'ont les chimpanzés entre clans, par exemple. Et pourtant, bon, les génomes se ressemblent quand même un petit peu. Donc l'identité génétique que l'on peut définir sur une va reposer sur une information qui est beaucoup plus vaste que celle utilisée communément pour établir ce que l'on appelle les empreintes génétiques. Donc on s'est intéressé à un nombre réduit de marqueurs, par exemple 13, sans compter le marqueur qui est spécifique des chromosomes sexuels, et chaque marqueur est caractérisé par un nombre variable de répétitions. Donc je voudrais vous reprendre l'exemple de lecture d'un résultat dont je vous ai parlé tout à l'heure, parce que ce n'est pas forcément facile à comprendre. Si on prend par exemple le marqueur D3, donc parmi les 13 marqueurs que l'on avait sélectionnés, donc on avait dit que l'individu A possédait un allèle avec 14 répétitions GATA et un allèle avec 18 répétitions GATA. Donc voilà, donc on a une première différence concernant le marqueur D3 et l'individu A. Si on regarde l'individu B, il possède un allèle avec 13 répétitions GATA et un allèle avec 15 répétitions GATA. Si on prend maintenant le marqueur D8, pour l'individu A, il possède un allèle avec 10 répétitions GATA et un allèle avec 14 répétitions GATA, alors que l'individu B, lui, possédait pour un seul allèle, donc homozygote, avec 11 répétitions GATA. Donc on voit là qu'avec seulement deux marqueurs, il y a déjà des différences importantes. Et rien qu'avec ces deux marqueurs, retrouver la même chose chez un autre individu n'est pas forcément une chose commune, une chose facile. Il faudrait faire, à mon avis, beaucoup de recherches. Donc, si on regarde tous les marqueurs, donc c'est les 13 marqueurs, si on prend l'idée de comparer les 13 marqueurs sur l'ensemble des individus de la population, on s'apercevrait très vite que qu'il est très improbable que deux individus possèdent la même combinaison de marqueurs. Et c'est ce qui est utilisé au niveau de la police pour rechercher certains criminels dont je vous parlerai un petit peu tout à l'heure. Donc statistiquement, c'est pratiquement impossible que les 13 marqueurs, les différents allèles correspondant aux 13 marqueurs, se retrouvent sur deux individus. Ensuite, si on voulait modéliser l'ancêtre commun le plus récent, ce serait quand même assez compliqué. On pourrait déduire le nombre théorique d'ancêtres à différentes générations, c'est pas simple, les choses sont compliquées. En réalité, des chercheurs ont travaillé, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, sur cette modélisation. Par exemple, Joseph Chang, dont le modèle simplifié est présenté dans l'activité que nous avons décrite. Un point remarquable et contre-intuitif de ce modèle est que la position de l'ACPR, donc l'ancêtre commun le plus récent, est très proche dans le temps. Donc une application directe le trouve à 30 générations seulement. Alors, évidemment, c'est pas du tout ça, c'est pas du tout 30, d'après le modèle. Donc il existe des modèles beaucoup plus élaborés qui vont prendre en compte la croissance des populations avec d'autres paramètres, comme par exemple ce que l'on appelle les facteurs de migration, la consanguinité, l'isolement géographique, etc. Et alors on peut remonter à une centaine de générations, c'est-à-dire moins de 3000 ans.
Bon, ces résultats sont très surprenants lorsqu'on les compare aux estimations de l'origine de l'humanité qui est basée sur la transmission du chromosome mitochondrial, notamment dans l'espèce, donc chez les femmes, ou bien sur le chromosome humain, environ 300 000 ans. Bon. Mais cela est dû au fait que le nombre d'ancêtres communs évolue de façon exponentielle, là où la transmission des chromosomes est linéaire. La trace génétique de l'ACPR chez tous les humains n'est pas certaine. Tous les humains n'ont pas forcément hérité de ces chromosomes. L'ACPR n'est pas le seul ancêtre des humains actuels retrouvés à son époque, mais c'est le seul qu'on retrouve dans tous les pédigrés. Donc on avait dit, si on voulait résumer un petit peu, que l'empreinte génétique utilisait l'information de 13 sites dans le génome. L'identité utilise l'information de 3 milliards de bases d'ADN. Donc il ne faut pas confondre les deux, identité génétique et empreinte. L'empreinte génétique est beaucoup plus facile, plus rapide et moins coûteuse à obtenir. Elle ne fournit pas d'informations, notamment sur les caractéristiques physiques des individus. Évidemment, c'est pas possible. Ensuite, donc si on estime par exemple que 1000 ans représentent 40 générations humaines, chacun aurait donc environ 2 10 puissance 40 aïeux il y a 1000 ans, soit 1100 milliards d'ancêtres. Alors c'est complètement aberrant. Ce nombre est largement supérieur à la population mondiale, et ceci s'explique par le fait que beaucoup d'aïeux sont en fait une seule et même personne, comptée plusieurs fois, et ce phénomène est connu sous le terme d'implex. Bon. Maintenant, si on considère que l'humanité actuelle est d'environ 8 milliards à 9 milliards d'êtres humains, 33 généraalors environ seulement, soit 825 années, suffisent à trouver l'ACPR. 2 10 puissance 23, en effet, est égal à beaucoup d'années. Bon, on dépasse 8 milliards, très largement les 8 milliards. L'âge de 825 années semble trop proche dans le temps pour être réaliste. Évidemment, c'est complètement aberrant. La modélisation ne prend pas en compte l'isolement géographique des populations, la croissance variable de la population humaine dans le temps. Elle suppose une égale probabilité de reproduction de tous les êtres humains au cours du temps. Toutefois, l'histoire, depuis l'époque antique avec les invasions, les commerces d'esclaves, les vagues migratoires, etc., réduit l'isolement des populations, ce qui rend ce modèle très pertinent. Donc voilà. Maintenant, je vous ai dit, donc j'aimerais bien vous parler un petit peu d'une chose que l'on appelle l'exploitation de profils ADN multiloculaires dans le cadre d'une enquête policière. On parle de pouvoir de discrimination également. Alors, il s'agira donc de profils d'ADN à analyser. Alors, on peut considérer, je vous prends un exemple. On prend donc 5 empreintes construites génétiques proposées qui sont réalisées dans le cadre d'une enquête policière relative à un crime. Alors, un échantillon scène de crime a été préparé. Alors, il faut considérer par exemple les 13 marqueurs. Il faut aligner les 13 marqueurs. Pour ça, vous devez vous procurer sur Internet un document, le document correspondant. Donc je disais, donc, on a un échantillon scène de crime qui a été préparé à partir d'un peu de sang, donc, dont la présence sur le sol a été révélée par le luminol, qui émet une lumière bleue en présence d'hémoglobine et dans certaines conditions, évidemment. Pour la victime elle-même, on a procédé les scientifiques ont procédé, la police scientifique en fait a procédé à un prélèvement sanguin pour les suspects, et pour les suspects à un prélèvement donc des cellules buccales. On avait 13 loci de STRS plus AMEL pour la détermination du sexe. Donc on a analysé ici les 13 loci, et donc c'était des marqueurs adoptés par le FBI aux USA pour constituer le support de la banque de données, que l'on appelle CODIS en fait, pour laquelle sont stockées de nombreuses empreintes génétiques de personnes qui ont été impliquées dans les affaires judiciaires. La plupart des pays européens n'en exigent que 10.
Voilà, alors on regarde, on a un profil correspondant à la scène de crime, un profil correspondant au suspect A, puis au suspect B, un autre profil, au suspect C, au suspect et à la victime. Et on s'aperçoit que si l'on regarde donc, tous ces marqueurs, on s'aperçoit que le profil de la scène de crime correspond au profil du suspect C. Alors comme on a dit que la probabilité que deux individus aient la même identité, on va dire empreinte génétique, donc c'est très très faible, c'est pratiquement impossible. Si le suspect C a le même profil que ce que l'on trouve sur la scène de crime, c'est donc lui le coupable. Alors malgré tout, il faut faire attention, hein, parce que bon, il faut analyser, faire une analyse comparative des empreintes génétiques évidemment. Donc là, il faut faire un tableau de données, et on s'aperçoit que le génotype correspondant à la scène de crime correspond au génotype correspondant au suspect numéro C. Bon, donc là on voit bien que apparemment c'est le coupable. Maintenant, le sang récupéré sur le sol appartient à un homme et non à la victime qui est une femme. Le suspect C a exactement le même génotype pour l'ensemble des marqueurs que la personne qui a laissé du sang sur le sol de la salle où a eu lieu le crime, alors que les autres suspects ont un profil différent. Le suspect C a donc été présent sur la scène du crime et a laissé du sang qu'il a peut-être essayé de faire disparaître. Peut-être. Maintenant, c'est pas forcément, c'est pas parce qu'on retrouve ce profil identique à celui de la scène de crime que c'est le coupable. Ça peut très bien être une personne qui se trouvait ici et qui, pour une raison X, a voulu, par exemple, aider la victime, et donc du coup, on a retrouvé son sang. Donc ça ne veut pas dire que c'est le coupable. Bon, l'analyse ADN constitue pour le suspect C un élément à charge, alors que c'est l'inverse pour les autres suspects. L'enquête continue en prenant en compte les résultats de l'analyse ADN, et il est intéressant de savoir quelle est la probabilité de trouver dans la population à laquelle appartient le tout suspect C un autre homme qui a le même profil ADN que lui. Alors, pouvoir de discrimination des profils ADN, donc considérant que le suspect C identifié comme appartenant à la population américaine hispanique, quelle est la probabilité de rencontrer dans cette population le même profil génétique que le sien? Alors, on trouve facilement sur Internet donc des banques de données qui fournissent donc la fréquence des allèles, donc des marqueurs STSR évalués sur les échantillons de population. Et ici, nous utilisons des fréquences qui concernent la population hispanique américaine. Bon, c'est de source FBI. Pour un locus donné, si P est la fréquence d'un allèle A et Q celle d'un allèle B, alors la probabilité de tirer le génotype AB hétérozygote est 2PQ. Et celle de tirer AA donc homozygote est P au carré. Voilà, donc on nous présente dans un tableau de données donc, des marqueurs STSRS. Donc il y a D3, TH01, D21, etc. On nous montre l'allèle, sa fréquence, le génotype, fréquence. La fréquence d'apparition du profil ADN du suspect C est égale au produit des fréquences d'apparition des génotypes de chacun des marqueurs. Et d'après le tableau, cette fréquence est égale à 4 fois 10 puissance moins 17, ce qui signifie qu'il y aura statistiquement dans la population étudiée un profil génétique avec tous ces allèles pour 2,5 10 puissance 16 personnes, ce qui est largement plus important que la population de la planète. Bon. Donc les profils ADN multiloculaires ont un pouvoir de discrimination énorme, mais ils doivent être utilisés avec précaution. Quand je vous disais, une personne peut très bien vouloir aider une victime sans forcément l'avoir tuée. Bon, il faut respecter donc un cahier des charges très précis. La construction et l'utilisation des fichiers nationaux et internationaux dans lesquels sont stockées les empreintes génétiques de nombreuses personnes pose des problèmes éthiques également sur lesquels il est indispensable de réfléchir. Bon, voilà, donc on a vu une application des empreintes génétiques. Par exemple, on a parlé donc de diversité des génomes et parenté entre les humains.
On a essayé de montrer comment on met en évidence les différents, donc les différences génétiques entre les individus, avec leur degré de parenté également, donc notamment entre tous les êtres vivants aujourd'hui. Bon, les choses ne sont pas simples. Hein. Donc on a parlé de séquences de génome, on a parlé d'empreintes génétiques, on a donné un exemple concernant la police scientifique. On a également essayé de comprendre l'ancêtre commun, bon, le plus récent de tous les êtres humains actuels, bon, jusqu'à remonter jusqu'à Lucas. Bon, c'est quelque chose de pas forcément évident à comprendre. Voilà, je pense qu'on va arrêter. Le cours est terminé. Merci.